Yippee-ki-yay, motherfucker. Et non seulement t'es vulgaire, mais t'es ordinaire en plus. Dick Laurent is dead. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 7e épisode de Transmission. Je suis encore une fois très bien entouré avec mes amis Lucien Alflans. Salut Oli. Et Monsieur Manuelas. Bien, bonne année Oli. Oui, bonne année à tous. C'est vrai qu'on ne s'est pas revus depuis la nouvelle année et c'est bien, ça me fait une transition toute faite parce que je voulais dire quand même que sur le top 10 du Passeur 2016, les 3 premiers films ont été traités dans Transmission, n'est-ce pas ? On a parlé de Elle, de Mademoiselle et de La Tortue Rouge. Ce qui prouve que même si on a une activité sporadique, on arrive quand même à couvrir une bonne partie de l'actu de l'année. Du coup, je me suis demandé qu'est-ce que vous attendiez un peu pour cette année 2017 qui est quand même déjà fort bien entamée. Est-ce que vous avez une attente particulière pour les mois à venir, un film que vous guettez ? Ouais, moi j'attends tous les deux pour les mêmes raisons, les prochains films de James Gray et de Malik. Parce que peut-être qu'ils m'ont moins plu qu'à l'accoutumée sur leur dernier film, et là j'attends de voir ce qu'ils vont proposer par la suite simplement. Donc Lost City of Z. Tu parles du remake d'Apocalypse Now ? À la poursuite du diamant. Ça, c'est un peu la version de James Gray à la poursuite du diamant vert, avec Robert Pattinson dans le rôle de Danny DeVito. Et Manu, toi, qu'attends-tu ? Moi, j'attends plus rien. J'attendais un film, mais qui au final est passé à la trappe qu'on devait programmer dans Transmission, qui était le Billy Lynn d'Angly, et qui au final a eu une distribution proprement scandaleuse, que ce soit en France ou en Belgique. En Belgique, il a disparu tout simplement au bout d'une semaine, en plus d'être proposé dans une version complètement dégradée en 2D, alors que le film est tourné en 3D et en 120 images secondes. Donc voilà, je n'ai pas vraiment d'attente. Si, peut-être en attente, j'aurai le Daniel Chayar qui fait le deuxième volet du film de Stephen Chow, Journey to the West. Ça s'avère complètement barré à mon avis. Ce sera encore un film qu'on ne verra pas passer en salle. Donc c'est un petit peu plus ça, quoi. C'est plus un coup de gueule qu'une attente vis-à-vis de l'année, quoi. Et moi, je vais dire que j'attends, bien sûr, le nouveau film de Bong Joon-ho, Okja, qui est un film, je crois que c'est 60% d'argent coréen et 40% d'argent américain, il me semble. Il y a Jake Gyllenhaal qui joue dedans, Tilda Swinton qui était déjà dans Transperce-Neige. La photo est de Darius Khondji. Et alors, par contre, j'ai appris aujourd'hui que c'est Netflix qui produit et que Netflix va le sortir directement sur son réseau. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura pas de sortie de salle pour le film de Bong Joon-ho ? Ça m'étonnerait quand même. Mais donc, il serait peut-être en exclusivité sur Netflix avant de trouver le chemin des salles, quoi. À propos de la collaboration avec Khondji, j'ai lu justement que Bong Joon-ho était le réalisateur qui l'avait le plus impressionné en tant que metteur en scène. Voilà, et donc Okja, déjà, c'est de nouveau, c'est un retour au film de Ouija. Il y a déjà eu une suite à Ouija, hein. Ce serait le Ouija 3. Bon, vous me laissez dire le pitch ou quoi ? C'est l'histoire d'une petite fille qui a comme ami un grand monstre sympa, et mais malheureusement le gouvernement veut mettre la main Ça dessus. s'appelle Quelques minutes après minuit. Voilà, ça nous fait un pont magnifique vers quelques minutes après minuit, puisque la dernière fois, dans le dernier épisode de Transmission, Manu disait, avait vu le film en avant-première, en projection de presse, et nous incitait fortement à y aller en disant qu'on allait en parler dans le nouvel épisode de Transmission. Voilà, même si on a mis un petit peu de temps à revenir derrière les micros, on tenait quand même à parler un petit peu de ce film. Donc, qui commence ? Non, bah oui, moi je peux dire comme Manu, j'ai beaucoup aimé le film, que je trouve d'une très grande beauté formelle, d'une inventivité visuelle sur comment mettre en image les sentiments, les émotions, ce genre de choses assez impalpables. Je trouve assez brillant là-dessus. Il y a une virtuosité hallucinante qui peut rappeler sur certains points la virtuosité de son précédent The Impossible, que moi j'aimais beaucoup moins, parce que justement je trouvais que cette maestria se faisait un peu voir, tandis que là, ce qui en sort, c'est une très belle émotion. Je trouve le film intelligent dans cette manière d'opposer réel et imaginaire, à travers même sa mise en scène, une mise en scène très, très, très flamboyante, quand on est dans quelque chose de plus onirique, et un truc qui tient un peu du classicisme dans les scènes plus intimes, je veux dire.
Ok, ben oui, je vous rejoins tous les deux plutôt sur le film. Et moi, je sais pas, il y a quelque chose qui m'a empêché de plonger complètement dans ce film, même si je vous rejoins sur déjà la beauté des passages en animation qui sont absolument incroyables. Les apparitions du monstre aussi, voilà, qui sont chacune différentes, chacune inattendue. Notamment parce qu'il y a une idée aussi que je trouve géniale, c'est que le quelques minutes après minuit se distord complètement en fait tout au fur et à mesure du film. C'est-à-dire qu'après un moment, il décide que le monstre arrive. Et ça crée, je pense, la plus belle séquence du film, qui est la séquence où il va détruire le salon de sa grand-mère, oui, qui est incarnée par Sigourney Weaver. Je ne sais pas ce qui m'a vraiment empêché dans le film. Je trouvais que le jeune comédien, il est peut-être toujours dans la même note, même si la note augmente en intensité. Mais Qu'il la tient quand même bien. Oui, il la tient bien, mais je sais pas. Il y avait quelque chose qui m'a empêché d'être à fond avec ce petit gamin. Après, je trouve le film moins pathos. Enfin, pathos, c'est pas vraiment le terme, mais je trouve ça plus subtil que ça en a l'air. Pas manichéen pour un poil, puisque justement chacune des histoires qui font avancer le récit, les histoires dans les histoires, la morale de chaque histoire, c'est que tout le monde a ses raisons et que tout le monde a sa vérité et qu'il n'y a pas de méchant et qu'il n'y a pas de bon. Et je trouve que le dilemme du personnage principal, il est plus complexe qu'il en a l'air. Ce jeune garçon qui a ce côté masochiste comme ça, on se demande un petit peu pourquoi il cherche tant à se faire punir, à se faire battre tout le temps. Mais je sais pas, il y a quelque chose qui fait que je suis resté un petit peu j'ai une réticence à m'abandonner au film. Après, je ne sais pas exactement vous dire ce que c'est. Sur cette envie, ce besoin de se faire battre, comme tu dis, il y a un pont qui est constructible entre quelques minutes après minuit et Manchester by the Sea. Mais on en reparlera peut-être là-dessus. Moi, si je dois mettre un bémol sur le film, c'est que je le trouve parfois, mais c'est aussi l'adage du conte, je le trouve parfois un peu explicite. Trop explicite. À la rigueur, je pourrais formuler ce défaut ou cette remarque sur le début du film, qui te fait rentrer dans des rails que tu penses connaître, qui sont ceux du conte. Je trouve que la subtilité de te faire croire à un type de récit et puis progressivement t'amener ailleurs, c'est vecteur d'une immense tension dramatique. Pour le coup, on ose une vraie intensité des émotions. Là où aujourd'hui, souvent dans le cinéma, on lisse un petit peu tout au niveau des émotions et on ose très peu aller. Alors tout d'un coup, si vous prétextez que les gens pleurent ou que les gens se laissent aller à l'émotion, ça serait pathos. Pour moi, c'est un peu un contresens sur ce que propose le film. Très bien, bah voilà, comme je disais, on va aller rapidement sur ce film, mais qui est quand même une belle annonce du thème principal de la journée qui sera le deuil. Donc aujourd'hui, on va parler entre autres de Manchester by the Sea, vous l'avez compris, de La La Land, de Moonlight, de American Honey et aussi de Jackie. Voilà, et on va commencer tout de suite alors par Manchester by the Sea. Hello, Lee. I just want to call and say I'm sorry. How's Patrick doing? Well, he doesn't really open up with me. Do you actually have sex with these girls? Strictly basement business. What does that mean? It means I'm working on it. You don't want to be my guardian? That's fine with me. Not that. It's just the logistics. All my friends are here. I got 2 girlfriends, and I'm in a band. You're a janitor in Quincy. What the hell do you care where you live? Alors, le deuil, deuxième partie. On va parler maintenant de Manchester by the Sea, le nouveau film du cinéaste et dramaturge Kenneth Lonergan, avec Casey Affleck, Lucas Hedges, Michelle Williams et Kyle Chandler. Donc Manchester by the Sea, c'est l'histoire de Lee Chandler qui doit revenir à Manchester by the Sea parce que son frère aîné, qui était cardiaque, vient de décéder. Et il se retrouve en charge de son neveu et il doit trouver une solution pour que son neveu puisse finir sa scolarité à Manchester by the Sea, alors que Lee Chandler, on ne sait pas pourquoi au début du film, a fui cette ville et ne veut absolument pas y revenir. Manu, si tu commençais sur Manchester by the Sea. J'ai plutôt été assez séduit par le film. Je trouve que, bon, même si il manque peut-être un petit peu de concision sur la longueur, cette histoire de deuil qui en cache un autre, comment progressivement va se révéler le passé de Affleck, qui est montré de manière impressionniste par des petits flashbacks qui vont vraiment se concrétiser autour d'une scène pivot qui est la scène qui se passe chez le notaire, et on a vraiment un rythme quasiment musical d'aller-retour entre cette session chez le notaire et le passé
traumatique du personnage et pourquoi il ne peut plus revenir dans cette ville-là et qu'est-ce qui a été ce chemin de non-retour. Je trouve que c'est hyper fin à ce niveau-là, dans la caractérisation des personnages, le film est assez impressionnant. C'est un film qui est brillamment écrit. Il y a une construction scénaristique particulière. Je pense de toute façon que c'est un film qui est essentiellement fort par son écriture. Oui, justement. Peut-être que c'est un petit peu ça le problème d'ailleurs. C'est à la fois sa plus grande qualité et son plus grand défaut, je pense. Ouais. On peut en parler sans en dévoiler trop, mais le climax du film, il est au milieu, quoi. Oui et non. En tout cas, le chemin dramatique du film, c'est de trouver une solution pour son neveu. Oui, mais voilà, laquelle on s'intéresse au final. Pas tellement au début, parce que cette espèce de construction nous intéresse plus à autre chose. Oui. Et puis arrive ce que j'ai appelé le climax, on peut appeler autrement, mais cette espèce de point culminant de cette partie-là du récit au milieu du film, je crois, après 1 heure, un truc comme ça. C'est là que je trouve que cette deuxième histoire, qui est en fait la première, devient la plus belle et la plus touchante. C'est dans cette espèce d'après-climax. Et les réserves que j'ai, qui sont légères, parce que j'aime beaucoup le film, sur cette structure, tiennent dans les 3 premiers quarts d'heure. Moi justement, je trouve ça vachement plus intéressant en fait. Le fait qu'il y ait cette révélation au milieu du film, ça met le spectateur un peu en retard dans la première partie, parce que tout le monde sait ce qui s'est passé, ce qui est arrivé à ce pauvre Lee Chandler, et nous, on a toujours un train de retard, et c'est révélé, je trouve, vraiment au bon moment de la narration justement. Ça devient pas irritant, c'est pas révélé tellement tard que ça en deviendrait irritant. Ah non, moi je trouve, comme je dis, moi je trouve aussi intéressant que cette révélation arrive à cet endroit-là. C'est juste que dans la première, allez, je dirais les 20 premières minutes, première demi-heure, je me questionne sur l'utilité, mais après je l'oublie parce qu'arrive ce qui vient après, évidemment. Mais je pense que ce que peut-être tu veux dire, Olive, c'est que ça défausse. Ça déforce la suite. Ça déforce un peu la suite. Et pour le coup, la deuxième grande confrontation, la deuxième grande scène à faire, scène de confrontation avec son ex. Pour le coup, l'émotion n'y est pas du tout dans cette confrontation, parce que j'ai l'impression que Affleck joue encore le personnage qu'il est dans la première partie, et plus celui qui a révélé quelque chose. Il y a une sorte de désaccord entre le jeu de Williams et d'Affleck dans cette scène-là. Je la trouve un peu en surjeu, parce que lui est tellement en sous-jeu à ce moment-là, et en fait, elle me met plus à distance. Je comprends ce que tu veux dire, et c'est vrai qu'il y a une rupture sur les codes de jeu, comme on pourrait appeler ça, mais je trouve la scène très, très belle, parce que Affleck, à ce moment-là, il a une manière dans son jeu de laisser poindre l'émotion comme par très légère brèche, comme s'il craquait à chaque fois un millième de seconde, et que c'est par là que s'immisçait le... C'est là qu'on voit les gouffres, les abysses de souffrance du personnage. Et le film est construit comme ça, et le jeu d'Affleck est comme ça, et je trouve que c'est particulièrement visible dans cette scène-là, et c'est quelque chose que je trouve très beau, malgré, comme tu dis, cette espèce de rupture entre les codes de jeu des deux acteurs, mais je trouve que la scène fonctionne quand même en termes d'émotion assez bien, peut-être moins bien que la première révélation. Voilà, on arrive là où je voulais en venir tout à l'heure, c'est que je trouve que c'est un film en effet brillamment écrit, brillamment interprété, mais que peut-être que... Un film de dramaturge, quoi. Ouais, voilà, mais que peut-être que du coup, le réalisateur fait trop confiance à cette écriture et à ses acteurs, et oublie d'incarner ça dans sa mise en scène, dans sa mise en image, dans son découpage, dans son montage. Il n'y a pas beaucoup de pics émotionnels, je trouve, mis à part les 2 scènes dont on a parlé. Mais je trouve que sinon le film est un peu sur des rails, et je trouve qu'il il manque un peu de relief. Un peu comme le jeu de Casey Affleck. Sinon, je voulais dire aussi une dernière chose, c'est que voilà, on a énormément entendu parler de ce film, que c'était triste, que c'était gris, etc. Mais en fait, il y a pas mal de moments qui sont assez drôles dans le film, il y a pas mal d'humour, qui passe notamment par ce personnage du neveu, qui est beaucoup plus solaire, lumineux, tourné vers la vie que son oncle. D'ailleurs, la réaction du fils à la mort de son père est complètement inattendue. Elle est géniale. Et en effet, sur les scènes comiques, c'est jamais à se taper le cul par terre. Mais il y a des trucs qui sont franchement drôles. Des trucs qui sont franchement drôles, mais on rit. Est-ce qu'on rit vraiment? Non. Le espèce de date arrangé entre... Ouais, c'est vrai que c'est drôle. En fait, la plupart des discussions de l'oncle et du neveu sur le sexe opposé sont généralement assez cocasses, assez drôles. Peut-être un mot sur... l'utilisation de la musique, que je trouve extrêmement audacieuse, de violon qui arrive comme ça à des moments très étranges. Voilà, il y a une utilisation de ce code qui est quand même très régulier, et parfois très lourd dans le mélodrame.
Sur l'utilisation de la musique, justement, je serais assez curieux de savoir comment justement cette scène pivot, cette scène justement de révélation a été composée, si elle a été vraiment composée autant au montage que complètement à l'écriture, parce qu'on parle justement du côté quelquefois peut-être envahissant de l'écriture sur la forme du film. Mais je trouve qu'il arrive à une vraie musicalité dans cette scène-là, et c'est pour ça, pour moi, qu'elle fonctionne aussi bien. Mais quand j'ai dit ronflant, c'était en mettant à part justement cette énorme révélation du milieu. Du coup, peut-être que le côté un peu déceptif du film, peut-être un peu trop long, etc., vient du fait de la deuxième partie. On a atteint une telle intensité au milieu du film que du coup, dans la deuxième partie, la résolution du conflit avec le neveu, j'attends un peu que ça arrive, quoi. Ouais, mais c'est aussi la plus douce. Il y a une douceur qui s'immisce dans le film tout du long, et je trouve qu'elle est particulièrement jolie dans cette deuxième partie. Le problème, c'est pas tellement qu'il y a des scènes qui marchent pas ou qui seraient trop écrites, c'est que parfois on voit l'écriture dans la mise en scène, en fait. Cette écriture impressionniste, d'accumulation de petits segments qui fait que le film aussi dure très longtemps, mais à un moment ça dilue aussi un peu les enjeux, ça dilue aussi une certaine émotion. Mais en tout cas, je serais très curieux de voir ce que va donner le cinéma de Loregan par la suite, quoi. Bon, très bien. Bah écoutez, pour en finir avec le deuil, je propose qu'on parle de Jackie. Ready? Of course. And you? I believe that the characters we read about on the page end up being more real than the men who stand beside us. Jackie, c'est le nouveau film de Pablo Larraín, ou Larraín, je sais pas exactement comment on dit, enfin bon bref. Le réalisateur chilien, auteur de No, de El Club, de Neruda, qui s'intéresse donc aux quelques jours qui suivent l'assassinat de Kennedy, mais donc vu du point de vue de Jackie Kennedy Onassis. Le film est interprété par Nathalie Portman dans le rôle titre. Il y a aussi Peter Sarsgaard qui joue Bob Kennedy. Et on a aussi Greta Gerwig. Mais surtout, on a John Hurt dans sûrement sa dernière apparition au cinéma. Exactement, il y a aussi John Hurt dans sa dernière apparition. Bon, bah, je vais commencer sur Jackie alors, parce que j'ai pas énormément de choses à en dire. J'ai trouvé le film assez insupportable. Je trouve qu'il y a un très très beau travail sur l'image et les archives notamment. Ça oui. Après, je trouve que dramatiquement, la construction du film est catastrophique. Je sais pas si ça s'est joué au scénario ou si ça s'est joué au montage, mais moi j'ai aucune émotion quand je vois le film. Je sais pas pourquoi on me raconte ça. Il faut juste préciser que le film est narré sur plusieurs temporalités, et ce qui sert de fil conducteur est le récit que Jackie Onassis fait à un journaliste. Et je trouve que cette structure qui fonctionne en aller-retour ne fonctionne jamais. Je trouve que c'est une force du film, en fait. J'adore pas le film, je me suis même plutôt ennuyé, mais ce que j'ai aimé dans le film, c'est cette manière d'être au plus près du chaos. Pour moi, c'est un film sur le chaos. Et je pense que cette forme chaotique est presque le propos du film. Et je trouve qu'il y a vraiment des belles idées. Par exemple, l'attentat qui est vu sous différents angles, plusieurs fois, de manière assez répétitive. Ça, c'est un exemple de ce que j'ai trouvé intéressant dans le film. C'est cette manière de revenir à 3 moments, je crois, différents dans le film, et à chaque fois de le voir d'une manière totalement différente. Moi, j'ai l'impression que c'est un cache-misère pour un film qui sait pas du tout ce qu'il a à raconter, qui balance plein de pistes et qui, au final, appuie son propos dans 2-3 monologues finaux. Et ça, pour le coup, moi, j'ai pas pu me détacher du nom de Darren Aronofsky au début du film, parce que j'ai vraiment l'impression de voir un film d'Aronofsky par moment, tellement c'est une lourdeur continuelle dans la forme, dans la musique, dans l'interprétation. Moi, je trouve personnellement Nathalie Portman très mauvaise dans le film. Pour moi, elle interprète différents personnages. Elle interprète le même personnage à des moments tellement différents qu'elle les joue de manière très différente. Je la trouve parfois très juste et parfois complètement insupportable. Si fascination il y a, elle est purement plastique, esthétique. Je ne sais pas exactement comment ils ont fait. Ils ont dû tourner une partie en péloche, une partie en numérique. Enfin, en tout cas, il y a vraiment différents travail sur le grain de l'image qui donne un relief entre réalité et fiction. Ouais, mais sur le même sujet, ça a été fait quand même 1000 fois plus brillamment par Oliver Stone sur JFK. Le traitement des archives, etc., il est vu et rebattu. Même sur cet aspect-là esthétique, je trouve que le film, il est complètement creux. Il y a une absence de cadre qui fait que le film est complètement bordélique. On revient sur des personnages, tu ne sais pas pourquoi. Il y a une gestion de la temporalité qui est vraiment complètement anarchique.
C'est peut-être un des films les plus courts de la sélection en termes de durée. Il fait 1h30. J'ai senti passer la durée. Je le trouve extrêmement dur. Le film est complètement bordélique, le film part dans tous les sens. Il est lourdin, regarde le propos sur le côté un peu potiche qu'elle peut avoir. Les archives d'origine avec Jackie Onassis qui présente la Maison Blanche, la visite de la Maison Blanche. Elle est hyper mal à l'aise. Sauf que quand Nathalie Portman surjoue ça ou rejoue ça, c'est sursignifiant et on se retape après un plan de fin avec Nathalie Portman qui est en voiture et qui voit des mannequins qui sont transportés dans un camion. Ouais, on a compris ce que tu étais en train de dire sur la place de la femme à ce moment-là, sur la place de Jackie Onassis. Tu nous l'as appuyé au burin, au marteau, on a tout compris. Merci Darren. C'est pas Darren Aronofsky le réalisateur, je précise. Moi, je me pose des questions à quel point le film a été tellement porté par Aronofsky qu'il emporte la marque au fer rouge. Quoi. Je sais pas, parce que sur ce réalisateur-là, j'avais beaucoup aimé No avec l'acteur Gaël Garcia Bernal. Et sur ses autres films, j'avais vraiment pas aimé El Club, un petit peu plus Neruda, même si il y avait déjà cet artifice et tout. Il fuit les chants contre chants dans son film. Alors du coup, il te fait des espèces de séquences où les acteurs attendent bien que la caméra soit sur eux pour balancer leurs répliques. Et ça alourdit tout. Il y a une séquence avec Bob Kennedy aussi qui surjoue à mort, c'est pas possible. Le film est complètement bordélique, vidé de son sens, une espèce d'objet comme ça qui se voudrait arty et qui est juste imbitable, quoi. Tu reprends une structure qui est celle de Citizen Kane, tu refais un biopic et tu reprends cette structure-là et le fait qu'en fait, on aura beau te raconter ce récit-là, tu n'en sauras rien vraiment de qui est le personnage. Il en fait rien. En plus, au final, il voudrait te dire qu'on n'apprendra rien du personnage puisqu'elle ne cesse de répéter aux journalistes je ne vous ai jamais dit ça, j'aurais écrit, etc. Et au final, il martèle quand même un discours sur la place de la femme, sur la façon dont elle a construit la légende. Au final, il est hyper explicite à la fin sur ce qu'il veut dire. Je supporte pas, moi, les films qui m'édictent en fin de métrage ce que je dois penser du film. C'est pour moi, c'est un aveu d'avoir complètement planté son film auparavant. T'as tout à fait raison là-dessus, sauf que je pense... Il y a différentes lectures au film. J'aime l'idée d'aller filmer au plus près le chaos de ce qui est, comme le dit Toré, le film le plus analysé de l'histoire du cinéma américain. Parce que c'est un film chaotique, mais dont le sujet même, de ce que j'ai retiré du film, moi, était le chaos. Tu crois à Nathalie Portman en Jackie Kennedy ? Mais c'est ça, moi, c'est ça que j'ai trouvé intéressant aussi. J'ai jamais pris ça comme un film sur Jackie Kennedy, quoi. Un film brechtien sur l'assassinat de Kennedy, je vois pas trop le propos, quoi. Je sais pas, mais... Lucien, tu veux pas racheter le film ? Non, mais parce qu'en même temps, c'est pas un film que j'ai envie de défendre bec et ongle. Très bien, pour relever un petit peu l'ambiance, on va parler tout de suite de La La Land. Manu jette ses notes par terre dans un accès de rage. Ah, je vais me mettre à chanter. Oui, c'est ça. It's pretty strange that we keep running into each other. Maybe it means something. I doubt it. Yeah, I don't think so. You could just write your own rules, write something that's as interesting as you are. What are you gonna do? I have my own club. Is that gonna happen every time? La La Land, c'est le film événement. Le film événement. C'était pas Premier Contact, en fait, c'est La La Land, le film qui va tout rafler, le film qui passe dans des versions doublées en turc dans tous les pitadorooms du pays. C'est le nouveau film de Damien Chazelle avec Ryan Gosling et Emma Stone. On devrait même dire plutôt avec Emma Stone et Ryan Gosling. Ça se passe à Los Angeles, c'est une comédie musicale, c'est le nouveau film de Damien Chazelle, je l'ai déjà dit, donc le réalisateur de Whiplash. C'est quoi ? C'est une comédie musicale ? Je crois qu'on va déjà pas être d'accord. Mais... Ah oui, c'est une comédie-tragédie musicale à moitié. Donc bref, c'est l'histoire d'Emma Stone, c'est une aspirante actrice à Los Angeles de nos jours, et elle rencontre Ryan Gosling qui est un pianiste de jazz dont le souhait est d'ouvrir un club de jazz qui serait super puriste sur qu'est-ce que c'est que le jazz. Donc c'est leur histoire d'amour, en gros, c'est ça, La La Land. Alors, qui veut développer sur ce film très attendu, très commenté et surtout surblindé de prix et de public ? Monsieur Manuel, As, allez-y. Allez, c'est moi qui m'y colle. La première partie m'a un peu décontenancé parce que je trouve que jusqu'au moment où
le destin des personnages se livre réellement, qu'il y a vraiment un choix qui est opéré par Emma Stone de faire une partie du chemin avec Ryan Gosling. Je trouve que le film fonctionne assez peu. Je trouvais que je ne retrouvais pas du tout le sens du tempo qui était à l'œuvre dans Whiplash. La séquence d'intro, la grande séquence de comédie musicale en plan séquence dans un embouteillage, je la trouve pas très dynamique. Tout ce qui m'avait impressionné dans Whiplash, le sens du rythme, me semblait absent. En fait, le film est vendu comme une comédie musicale, il est quand même très peu. Le nombre de purs vraiment moments de comédie musicale Il y en a 2. sont très légers. Après, c'est des numéros de musique avec Ryan Gosling qui va jouer du piano. Des numéros musicaux, mais de comédie musicale en tant que telle qu'on l'entend comme une comédie musicale hollywoodienne, ils sont extrêmement limités. Après, je trouve que dès que la tragédie des personnages s'immisce, et je trouve que le film commence à être intéressant dans cet aspect-là qui était déjà dans Whiplash, cet aspect de tragédie, et que la comédie musicale va être une version améliorée de ça. Le film devient vachement intéressant, le rythme s'accélère et je retrouve tout d'un coup le sens du tempo qu'il y avait dans Whiplash. Je suis très d'accord avec Manu, mais en même temps, voilà, moi je trouve la fin tellement envoûtante que j'en sors en ayant presque oublié les réserves que j'avais au début du film. Peut-être que j'ai accroché un peu plus tôt que toi, mais c'est vrai que le début prend du temps à démarrer. Il y a un travail très intéressant sur les couleurs. Je pense qu'il y a déjà, on sent déjà un travail dramatique sur les couleurs, je veux dire, dans la gestion par exemple des couleurs des robes de Emma Stone, que je trouve très intéressant. Je pense qu'il y a déjà des belles idées de montage en début de film, même si ça manque un peu de rythme. Là où je suis pas tout à fait d'accord, c'est que je trouve pas inintéressant d'utiliser 2 acteurs qui sont ni des grands chanteurs ni des grands danseurs, et c'est pour ça qu'il y a certaines scènes que je ne considère pas comme étant de la comédie musicale, mais qui ont quand même une beauté qui leur est propre, un truc un peu bâtard là-dedans, une sorte de version moderne des comédies musicales d'antan, qui parfois fonctionne pas trop mal. Je peux avoir d'autres réserves. Je trouve que pour un film qui a un tel discours sur la musique et sur le jazz, je trouve parfois les musiques du film un peu pauvres par rapport à son thème en tout cas. Mais voilà, la fin, je trouve la dernière séquence est la brillante. Boucle musicale, la comparaison entre le rêve et la réalité est super belle. Il t'a au finish comme dans la fin de Whiplash à ce niveau-là. Exactement, sauf que Whiplash pour moi est maîtrisé du premier au dernier plan. Mais c'est aussi un très beau film sur la difficulté de l'artiste de se retrouver dans une forme de réalité. Et cette séquence-là, elle met en scène typiquement ça. Je pense que le film a énormément de qualité. À partir du moment où on commence leur histoire d'amour, je pense que le film... À partir du moment où elle fait vraiment un choix dans sa vie, cette séquence de dîner où elle est pas à sa place et elle a envie d'autre chose et elle assume d'avoir envie d'autre chose, elle va rejoindre Ryan Gosling, je trouve que c'est la séquence clé où le film... Est-ce qu'il n'arrive pas si tard dans le film ? Ça arrive, je pense, après quand même une bonne demi-heure de film. Oui, c'est ça. C'est pas sur un film qui fait quasi 2h30. Voilà, mais je vois Olivier qui est extrêmement dubitatif sur tout ce qu'on dit, donc je pense qu'on va le laisser parler. Parce que moi, je suis enthousiaste avec des réserves, un peu comme vous, mais alors, ce que vous me dites me semble complètement extraterrestre. C'est-à-dire que... Donc moi, je trouve le film charmant. Je trouve que le fait qu'il ne maîtrise pas en effet le chant et la danse, ça accentue ce côté un peu charmant, accessible comme ça. Et j'ai absolument pas de problème avec cette première partie ni cette deuxième partie. J'ai plutôt des problèmes avec... En fait, je rentre bien dans le film. Je trouve que vous êtes super méchant avec la séquence d'ouverture qui est pour moi quand même assez brillante. Elle est virtuose, mais elle est quand même pas... Non, le problème, elle manque de rythme. Non, le problème, c'est qu'elle manque d'impact avec le reste de l'histoire. Elle est comme déconnectée. C'est comme un court métrage en intro de cette histoire. Ça, c'est un problème. Mais après, je trouve que dans sa mise en scène, c'est assez brillant. Peut-être que ça manque un tout petit peu de rythme, mais bon, ça va quand même déjà assez vite. D'autre part, je trouve que tout ce qui se passe avec Emma Stone, quand elle n'est pas célèbre, je trouve ça chouette avec ses colocs, etc. Je trouve la séquence de comédie musicale, pour moi c'est de la comédie musicale, elle fonctionne quand même assez bien aussi. Et puis alors je trouve hilarante la scène où il rejoue des trucs des années 80 et qu'elle se fout de sa gueule. Moi ça m'a fait crever de rire cette scène. Ouais, là moi j'ai adoré le solo de synthé avec une main dans la poche. Et en fait, pour moi, le souci principal du film, c'est que le délitement, la déliquescence de la relation amoureuse, je le sens pas. En fait, je crois pas. Une fois qu'on commence à construire ces personnages et que les personnages doivent avoir de la chair,
pour moi ça marche pas. Mais Ça marche plus. Il n'y a pas de déliquescence, il y a juste un choix, à un moment, un sacrifice à faire. C'est un choix et ça tombe comme un coup près. Vis-à-vis de ce qu'il doit accomplir et qui pour moi qui est très clair et qui est vachement contenu dans le personnage de Ryan Gosling, qui est le premier vraiment à assumer ce choix-là à un moment, de faire l'impasse sur cette histoire d'amour, parce que le rêve d'Emma Stone est plus important à ce stade-là. Il n'y a pas une déliquescence du couple en tant que tel. C'est un choix peut-être qui paraît un peu égoïste, un peu dur, comme il y avait dans Whiplash. C'est plus glamour dans celui-là, mais ça reste quand même sous-jacent et en sous-texte tout le long du film, et ça drive aussi quand même l'émotion que j'ai par rapport au film. Bah moi je trouve que c'est pas incarné. Je comprends ce que vous dites, vous avez sans doute raison, mais je trouve que la question soulevée est super intéressante, mais qu'il la traite pas, il la jette sous de manière évidente. Est-ce que la volonté d'atteindre ses rêves doit-elle toujours être un deuil d'autre chose, que ce soit une relation amoureuse, humaine ou quoi que ce soit, et à un moment, les deux personnages se répondent à eux-mêmes que oui, et donc prennent cette décision-là, et c'est pour ça qu'on ne sent pas de délitement, c'est un coup près qui tombe à un moment, et une fois que la décision est prise, le film part vers autre chose. Et puis il y a cette scène que je trouve vraiment très belle à la fin, dont on parle depuis tout à l'heure, qui est même plus que belle, que je trouvais fondamentalement touchant. Oui, c'est virtuose, parce que pour le coup, de jouer avec une très longue boucle et un retour au présent tel qu'il est, et pas tel qu'il est fantasmé dans un monde de comédie musicale, fonctionne très bien. Moi, là où je suis moyennement d'accord avec ce que tu dis, Olivier, après on va te laisser parler, désolé, mais c'est que trouver sympathique ces petits numéros musicaux un peu gauche, moi il y a quand même un problème qu'à un moment quand on me vend une comédie musicale et que le plaisir chorégraphique, purement chorégraphique que j'ai n'y est pas, parce que j'ai des acteurs qui ne sont pas Fred Astaire, qui ne sont pas Gene Kelly, et moi c'est quand même le petit bémol que j'ai, c'est vendu comme une comédie musicale. C'est un film qui pose une réflexion sur la comédie musicale, mais qui n'est pas une comédie musicale en tant que telle, quoi. Est-ce que le film ne pourrait pas, entre guillemets, être fédérateur sur cette question-là ? Parce que je trouve quand même le film assez moderne dans sa forme, même s'il reprend, c'est un film extrêmement référencié, on n'en a pas parlé, mais il y a des références dans quasi tous les plans, que ce soit à Donen, à Minelli, mais à Nicolas Ray, à Demi, évidemment, aux 400 coups de Truffaut, il y a un thème musical qui rappelle vraiment le thème musical des 400 coups. Il y a quand même un rapport justement à la comédie musicale qui est là relativement bien senti. Là où j'ai un problème avec le film, c'est que je trouve que le film n'échappe pas au happy end. En fait, il en fait quand même un de happy end, puisqu'ils vont tous les deux... Ouais, bon, il ne faut pas spoiler, mais je trouve que le film se termine trop bien d'une certaine manière. Moi, il y a une mélancolie qui m'a suivi des heures après le film. On peut pas parler d'un happy end à ce moment-là. Si, pour moi, c'est un happy end clair et net. Dans un certain angle de vue de qu'est-ce que tu privilégies dans ta vie, le film est un happy end complet, total. Mais dans Les Parabus de Cherbourg, c'est aussi un happy end, d'une certaine façon, qui est complètement miné, mais c'est un happy end. C'est un happy end fantasmé. Enfin bon, bref, moi j'ai un problème quand même avec le destin des deux personnages dans le film. C'est chouette que les gens aillent voir ce film, mais quelque part... Je pose la question à la cantonade. Est-ce qu'on n'est pas dans un rapport purement nostalgique et qui, quelque part, est une espèce d'hommage bien fait, mais qui est quand même résolument tourné vers le passé, ce qui est quand même un petit peu triste. Moi, je suis moyennement d'accord, parce que le film soit tourné vers le passé, oui, parce qu'il est clairement postmoderne, parce qu'il se pose vraiment en réflexion sur le genre de la comédie musicale. C'est pour ça que pour moi, c'est plus un film qui parle de la comédie musicale qu'il n'en est réellement une. Après, ce rapport nostalgique, je pense qu'il est effectif dans la réception par rapport au film en salle. Mon avis lié quand même au couple glamour construit par Emma Stone et Gosling, et que le film travaille. Mais je trouve qu'il évite ce côté-là doudou, nostalgique. Justement, la dureté du propos et la réflexion qu'il a de le rendre moderne, elle est là. C'est pas juste un objet rétro. Il pose vraiment une réflexion par rapport à ce qu'est la comédie musicale, ce qu'elle a été ou ce qu'elle est encore, en quoi elle nous touche, parce que c'est aussi une version un peu fantasmée du réel, et on n'est pas juste dans un truc rétro. Je suis pas d'accord à ce niveau-là. Au final, le propos, il est pas si aimable que ça. Je pense aussi que le film peut être, comme Whiplash pouvait être une ouverture au jazz, à un spectateur non initié, le film peut être une ouverture vers la comédie musicale, à des spectateurs dont ce n'est pas la culture. Moi, je suis plus réservé, parce que j'ai quand même l'impression qu'il dit que c'est un genre mort et enterré. Mais après... Oui, c'est ça, il a le même discours sur la comédie musicale que sur le jazz au final. Mais en même temps, mort et enterré, mais qu'il faut continuer à faire vivre. C'est quand même ça que véhicule le film. C'est ça la volonté du personnage de Gosling, en tout cas.
Très bien, donc voilà, on est tous un peu plus ou moins, même si on n'est pas exactement d'accord, on est quand même tous plus ou moins positifs sur le film. Ouais, mais comme Manu, comme je disais, j'ai une réserve sur la première demi-heure du film. Le film fait presque 2h30, ça veut dire qu'il y a quand même 2 heures de plaisir après, quoi. Oui, et puis il dure beaucoup moins longtemps que Jackie. Hein. Et bon, allez, on enchaîne tout de suite avec Moonlight. Who is you, Sharon? I ain't seen you in like a decade. It's not what I expected. What did you expect? Après La La Land, voici un autre candidat sérieux aux Oscars. Donc c'est Moonlight, le film de Barry Jenkins, adapté d'une pièce de théâtre de Tarell Alvin McCraney. Et donc Moonlight compte, on va dire, l'enfance, l'adolescence et une partie de l'âge adulte de Chiron, qui est interprété donc par 3 acteurs différents. Et à l'âge adulte, il est joué par Trevante Rhodes, qui, pour le coup, s'est grimé un peu comme l'espèce de tuteur qu'il rencontre dans la première partie du film, donc l'enfance, qui lui est interprété par Mahershala Ali. Et donc, c'est l'histoire de l'apprentissage de l'homosexualité, la découverte plutôt de l'homosexualité chez un petit garçon noir qui habite à Miami dans un quartier assez défavorisé, on va dire. Juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire, est-ce que c'est l'unique thème, l'unique sujet de Barry Jenkins pour Moonlight ? Tu veux dire la découverte d'une homosexualité ? Ouais, c'est une question que je pose. Moi, j'ai l'impression quand même que le film repose quand même en grande partie sur ça. C'est peut-être même justement une de ses grosses limites, à mon sens. C'est quelque chose qui est énoncé très tôt dans le récit, qui est assez révélatrice d'un des petits soucis d'écriture du film, puisque tout du long, le film évacue vachement tout un aspect social. Il y a plein d'aspects qui sont très lissés, qui fait qu'en fait, le film est censé aborder une thématique, mais en fait, l'aborde pas vraiment, ne va jamais trop au bout de quelque chose. Le contexte est hyper éludé, il y a un côté très plastique. Ça en fait un bel objet cinématographique, mais ça élude aussi beaucoup de questions, et c'est un petit peu la limite que j'ai sur le film, qui est malgré tout assez plaisant. Moi j'aime cette manière dont le film se pose comme arrivant après The Wire, comme arrivant après un des plus beaux personnages de l'histoire de la série télévisée pour moi, qui est Omar dans The Wire, et donc évacue toute la question qu'il pourrait y avoir autour du déterminisme social. Je trouve quand même très beau d'arriver à faire un film de gangster où le personnage principal soit visiblement homosexuel et sans en faire une caricature efféminée, comme on a pu le voir dans d'autres... Mais c'est au final quasiment, moi, sa limite, parce qu'en fait, il en fait juste l'image inversée. Mais pas tellement, parce qu'en fait, il reproduit l'image de son mentor qui, lui, n'était pas homosexuel. Son mentor n'est pas le sorte de monstre de muscles bodybuildé qu'on a à la fin, où on a vraiment l'impression de voir la vie sexuelle homo de 50 Cent. Une hyper-masculinité poussée à l'extrême qui en devient tellement cliché qu'à la limite à un moment de la parodie pour moi. Elle tient vraiment juste sur une représentation du corps et sur l'image que la culture hip-hop a développée sur ce type de rapport-là et de corps. Mais cette représentation, elle est un peu désamorcée par une scène que je trouve très très belle, qui est la scène du diner, où il désamorce ça assez rapidement dans la scène, et donc le sujet, enfin voilà, ça, pour moi, c'est évacué très tôt dans cette scène-là, et donc il reste ce qui reste, à savoir une histoire d'amour dans cette manière d'ellipser toutes sortes de choses pour n'en garder que l'essence. Et c'est vrai que les personnages sont presque fantomatiques dans les derniers plans du film. Je pense juste à un truc sur les intertitres, c'est de mettre les 1, 2, 3 en minuscules. 1, 2, 3 du I majuscule en minuscule qui font des I. Et donc tu as le premier I, tu aurais le I au carré et le I au cube. C'est très simple, mais je trouve que ça en dit long sur la volonté du film et sur la volonté même du personnage aussi. Ben, vous dites beaucoup de belles choses, les gars. Moi, j'ai trouvé quand même que c'était un peu un film poseur. On s'ennuie un peu. Il n'y a pas de heurt dans cette histoire. De nouveau, c'est un film qui manque cruellement de relief, je trouve. On sait prédire exactement ce qui va se passer. Il n'y a aucune surprise dans le film.
C'est vrai qu'il y a cette volonté, hein, c'est clairement une volonté, c'est un choix de mise en scène. Il ne filme pas le décor, il filme uniquement le personnage et le reste ne l'intéresse pas. C'est pas que ça le désintéresse, c'est juste que c'est pas son sujet dans le film. Là où je dis que c'est une volonté, c'est de filmer tout en longue focale et de faire, c'est 80% de gros plans. Surtout que c'est un peu le Xavier Dolan Black, c'est Barry Jenkins. Après, les interprètes sont bien. Moi, je trouve qu'il y a une très belle scène, c'est celle où il lui apprend à nager, clairement. Mais tout le rapport à la maman, moi je trouve que la maman est hyper cliché dans le film. C'est le personnage problématique du film. Parce qu'il va jamais aussi vraiment dans le conflit. Tu me parlais de The Wire, mais au niveau de la toxicomanie, The Wire, ça y allait quand ça devait y aller. Chaque fois, on est toujours dans un entre-deux où on va jamais trop loin dans ce qui serait... qui mettrait mal à l'aise la perception du personnage. Tout le film fonctionne comme ça. Le film, tout est hors champ dans le film. À part les personnages, tout est hors champ. C'est un film qui est bâti à 80% sur des gros plans de visage. Sur hors champ ou l'ellipse, quoi. Ouais. C'est une forme de pudeur. Je pense que c'est Jenkins. Je pense que son but premier, c'est juste de faire un film comme aurait pu le faire Wong Kar-wai, mais dans un décorum tout à fait différent. C'est juste de filmer une histoire d'amour un peu improbable dans un décorum qu'il va filmer sans appréhension et en prenant en compte toute cette imagerie que en fait. Quand on va voir un film comme ça, on a en nous. Il n'y a même plus besoin de la filmer, il n'y a même plus besoin de la montrer, de l'expliciter. Elle est là, on la connaît. Wong Kar-wai n'éludait pas tout. N'éludait pas certains passages importants vis-à-vis de la sexualité de ces personnages. Il l'éludait pas. Ce que fait quand même Jenkins constamment. Je mets pas les deux sur un même niveau d'égalité, mais je trouve qu'il y a une volonté d'aller vers quelque chose comme ça qui est, je trouve, assez réussi, très pudique, très joli. J'aime qu'en fait tout ce qui soit problématique soit en hors-champ ou soit ellipsé. Ça aurait pu être un film sur le deuil ou sur une forme de deuil différent. Au final, ça ne l'est pas parce que ça passe à côté pour raconter autre chose. Moi, je trouve que c'est quand même intéressant. C'est une donnée du film, c'est pas un thème. Lucien, j'aurais aimé voir le film avec tes yeux. On va terminer ce long épisode de Transmission numéro 7 avec American Honey de Andrea Arnold. Where are you going? To make money. Hop in. I make money and get tired. I like a girl with spunk. It's a party. It's a party. It's Jake. Hey, can I party too? What are you doing? Jake. Now, get the keys, get the money. Car. Jump in the car, jump in the car. American Honey, c'est le nouveau film de la cinéaste britannique Andrea Arnold, qui avait signé auparavant Red Road, Fish Tank et son adaptation très personnelle et tellurique Des Hauts de Hurlevent. American Honey, c'est l'histoire de Star, qui est une jeune fille issue d'une banlieue, on va dire white trash, et qui rencontre une espèce de groupe de jeunes déclassés, on va dire, ou qui se cherchent un peu, qui vendent des magazines à des particuliers, qui font du porte-à-porte pour vendre des magazines. Star est interprété par Sacha Lane. On va dire l'un des leaders de ce groupe de jeunes gens qu'elle va intégrer est interprété par Shia LaBeouf. Et il y a aussi donc Riley Coff, je crois que ça se prononce comme ça, ou Riley Coff, ou un truc comme ça, qui joue la chef, la patronne de cette assemblée de jeunes gens, tous plus hauts en couleur les uns que les autres. C'est marrant parce que c'est la première émission de l'année. La première émission de Transmission, on avait demandé qu'est-ce que vous attendez de cette nouvelle année cinématographique, et Lucien avait répondu « Moi, ce que j'attends, c'est comment le cinéma va répondre à la morosité ambiante ». Eh bien, en fait, il a fallu attendre 1 an, je crois, pour avoir la réponse. Et je crois qu'elle est dans ce film. C'est-à-dire que je trouve que c'est un film assez inédit, résolument optimiste sur une jeunesse désenchantée, quelque chose qui pourrait être extrêmement pénible et trash, mais qui recherche justement une nouvelle forme d'enchantement, qui recherche des nouveaux modèles et qui va les trouver d'une certaine manière. L'interprète principal m'a soufflé. C'est vraiment son histoire. Pour moi, le parcours émotionnel de la jeune fille, il est sans faute. C'est un personnage féminin, comme on en a vu beaucoup l'an passé, un personnage qui est entier, qui va de l'avant. Et il y a aussi un rapport... il y a quelque chose de mythologique dans le film. C'est-à-dire que tout le rapport à la nature, aux animaux, qui est quand même très poussé dans le film, confère cette espèce de statut mythologique. Il y a aussi un rapport très étrange avec celle qui joue l'espèce de matrone de cette assemblée
de teenager. Elle devient une espèce de figure inquiétante. Il y a des confrontations comme ça qui sont savoureuses et toujours inattendues parce que Star reste toujours elle-même dans le film. Voilà, c'est un film lumineux, c'est un film plein d'énergie. C'est un film, tu as utilisé plein d'adjectifs pour en parler. C'est un film qui est très vivant et je trouve que c'est une de ses principales forces. Toujours sur une corde raide entre espoir et désespoir, toujours tout le long du film. Et je trouve vraiment que si le film avait été plus court, il aurait été moins bon. Je pense qu'il y en aura beaucoup qui ne seront pas d'accord avec moi là-dessus. Mais vraiment, je trouve qu'il y a quelque chose qui s'installe, qui s'assied tout au long du film. C'est une sorte de road movie, parce qu'il bouge énormément, mais au final, les personnages, tu disais, elles restent elles-mêmes, et les personnages ne changent pas. Ah si, elle se transforme. Oui. Elle reste entière, elle reste fidèle à elle-même, mais elle se transforme dans le film. Oui, bien sûr. La fin est hyper surprenante parce que on croit savoir où le film va aller avec ce groupe au début. On se dit, tiens, on va nous faire encore une fois, quelque part, la dégénérescence de ce groupe, comment est-ce que ça va commencer à dysfonctionner. Et en fait, elle trouve pas vraiment sa place, mais ce qu'elle peut en tirer de cette expérience qu'elle vit. Elle est dans une recherche d'un idéal assez simple, qui est déconnecté de la modernité d'aujourd'hui. Et il y a un rapport qui est incroyable, c'est le rapport quelque part à la mythologie américaine. Il faut rappeler peut-être que Andrea Arnold n'est pas américaine, c'est un regard britannique sur la société américaine. Et il y a quelque chose de super beau. En fait, elle regarde l'Amérique avec des yeux ébahis, en même temps que ces personnages sont quelque part des marginaux, qu'il y a un côté très terrien, encore une fois, ou très... il y a cette scène qui résume assez bien ce rapport à la nature et à la beauté de l'Amérique. Dans le film, c'est une scène où ils sont tous en train de faire pipi. Ils descendent du van et ils font tous pipi. À un moment, donc on est dans un truc assez trivial et ils se relèvent et il y a ces paysages magnifiques qui sont sublimés par la lumière du film, qui est tout le temps une espèce de lumière dorée, rasante à mon avis. Ils ont beaucoup tourné entre chien et loup. Et voilà, cette scène-là, moi j'ai trouvé ça formidable. Je trouve que voilà, on cherche l'enchantement dans ce film. Ces personnages tu disais des personnages marginaux, mais ce qui est beau, et je pense que c'est un des traitements du film, c'est qu'ils ne sont marginaux que parce qu'ils sont extrêmement intégrés dans cette espèce d'Americana moderne, enfin, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, mais c'est toute une beauté. Quand je disais tout à l'heure aussi que les personnages ne changent pas, je pensais évidemment pas au personnage principal qui change fortement et qui est impossible de détourner le regard d'elle, alors que je pense à la base pas une actrice. Non, c'est pas une actrice et c'est son premier rôle. C'est ça, mais c'est tous les autres personnages en fait qui n'ont ni passé ni avenir. Enfin, ils n'ont aucune construction liée à leur passé et qui n'ont en fait aucune même velléité d'avenir, tandis que elle est construite par son passé et elle nous offre un changement et donc une éventuelle possibilité d'avenir, ce qui n'est pas le cas de tous les autres personnages. Voilà, là j'avance un peu sur ce que Manu va dire, je pense, mais elle est traitée, vraiment, elle est vraiment traitée. Les autres sont un peu... oui, mais ça les rend pas moins intéressants. Papier peint. Non, on se dit qu'on aurait pu faire 12 films comme American Honey sur chacun de ces personnages. J'entends tout ce que tu dis, Oli. Mais moi j'ai un souci, c'est quand même la mise en forme de tout ça. Cette esthétique lofi où quasiment la moitié du film et la moitié des plans sont à moitié flous, à moitié nets, parce qu'on n'est jamais trop à la bonne distance vis-à-vis des acteurs, et qu'à un moment, pour moi, j'y vois complètement la fabrication. Ces séquences en focal collé contre les acteurs, en se van, j'ai l'impression d'être au zoo, quoi. Cette esthétique se rappelle à moi et me sort du film. La deuxième séquence d'étreinte entre Jack et Star, là, carrément, on a le caméraman qui recule parce qu'il est à deux doigts de se prendre les acteurs en pleine poire. Constamment, la caméra recule et tu te dis, mais c'est juste l'opérateur qui est en train de reculer. T'as l'impression d'être dans un mauvais porno, je suis désolé. Et puis, pour le coup, effectivement, t'as bien anticipé ce que je pensais sur le reste du casting, c'est que oui, elle existe, elle est excellente et c'est effectivement une sacrée révélation. L'actrice principale, Shia LaBeouf, est super bien et l'actrice qui joue la patronne, mais le reste, ils ont beau être omniprésents à l'image, ils existent juste pas, quoi. Moi, ça va pas poser tant de problèmes. Je trouve le film dramaturgiquement très bien construit. Très bien construit parce qu'il avance toujours par palier. Je trouve qu'il y a un vrai... Pour le coup, il y avait plein de films ici qui manquaient de relief. Je trouve ici qu'au contraire, ici, il y a une vraie ascension. Et beaucoup plus qu'il n'y paraît, en fait. Le récit beaucoup plus structuré qu'on ne pourrait en avoir l'impression.
J'ai quand même un gros souci avec la fin, où j'ai l'impression qu'elle ne sait pas du tout où conclure son film, Andrea Arnold. Parce qu'on a typiquement une scène qui succède à la grande séquence de crise entre Jack et Star, qui lui dit Jack, c'est terminé, je l'ai renvoyé. Elle lui tient tout un discours très négatif sur le personnage et qui ne fait plus partie de l'équation, alors que ça devrait affecter Star. Séquence suivante, ça n'a aucune incidence dans la séquence suivante, et comme par hasard, fin de la séquence suivante, il revient. Donc l'enjeu qui est posé juste avant, il n'existe pas, puisque déjà l'actrice ne le joue pas, mais le fait qu'en plus Shia LaBeouf revienne à la fin te pose l'inanité de la séquence que tu as eue auparavant. Il y a quelques scènes qui sortent de cette structure, mais qu'elles apportent autre chose. Moi, je trouve que ça apporte quand même. Parce que le personnage de Shia LaBeouf, lui aussi, il change. Tu crois qu'il est une certaine chose jusqu'à un certain point, et en fait, dans la scène finale, toi, tu avais un problème avec la scène finale. Pour moi, la scène finale, il a changé, et il le dit. Enfin, il fait une action qui montre que tu vois que ça va aller vers quelque chose d'autre. Je suis pas sûr que ça annonce grand chose de plus sur Shia LaBeouf, parce qu'il lui fait un cadeau comme il lui en a fait plein, d'autant plus qu'il va reproduire un code vestimentaire qui est celui de tous les personnages avec qui ça s'est mal passé au départ, qui sont les cow-boys qui sont présentés avec leurs lunettes avant qu'on les découvre, le mec du champ de pétrole qu'on découvre, et à la fin, la dernière apparition de LaBeouf, il apparaît avec des lunettes noires. Je sais pas si on doit y voir quelque chose. Pas grand chose, puisque de toute façon après le film te raconte rien derrière dessus, mais et moi je veux bien, après on peut parler des histoires de structure, moi je te parle des problèmes quand même de mise à distance par la mise en scène, parce qu'à un moment quand le caméraman il recule parce qu'il se prend les acteurs, moi je ne peux pas rentrer dans un film qui constamment veut jouer l'immersion et me rappelle constamment la technique. Là, constamment la technique, elle ne fait que montrer que ses limitations. Tu dis du mal de la séquence de fin. Moi, elle m'a saisi d'une émotion vraiment forte et indicible. Je savais pas si c'était de la joie, si c'était de la tristesse, parce que je sentais que j'allais quitter les personnages. Je sentais que ma poitrine allait exploser, mais je savais pas mettre les mots pour le dire. Comme là, maintenant que tu me démontes le film, je n'arrive pas à mettre les mots pour te contredire. C'est toujours plus difficile de formuler des arguments positifs que des arguments négatifs. Et je ne dis pas ça pour descendre les arguments de Manu du tout. Je trouve que j'ai exactement la même chose dans l'autre sens. Bon, et bien le voilà, le premier vrai schisme de transmission où vraiment nous ne serons pas d'accord. À chaque épisode, en fait. Non, parce qu'avant on était quand même plus ou moins d'accord. Cette fois-ci, je crois qu'on est irréconciliables. Voilà, maintenant, Manu et moi, on a un différend. Round 1. Ready, go! Alors, après avoir réglé nos comptes hors antenne, Manu, quel sera ton conseil pour cette émission de transmission ? Ne l'écoutez pas, d'office. Pour mon conseil, je vais rester dans le domaine de la comédie musicale avec La La Land qui m'a un peu frustré dans ce domaine-là. Je conseillerais plutôt un film qui n'est pas une comédie musicale, mais qui y ressemble fortement, qui est Scott Pilgrim vs. The World d'Edgar Wright, et qui est justement structuré sous forme de chapitres, plus du domaine du jeu vidéo ou d'arts martiaux, mais qui reproduisent vraiment cette sensation de pur plaisir kinétique qu'on peut avoir dans une comédie musicale et qui était assez absente de La La Land. Si vous avez été frustré vis-à-vis de La La Land, revoyez Scott Pilgrim vs. The World, qui est un petit bijou signé Edgar Wright. Lucien ? Je vais vous conseiller un film de Coppola qui s'appelle Rumblefish, qui ressort chez Wildside en 4K, qui est ressorti il y a quelques jours. C'est un film qui a longtemps été un peu méconnu, mais qui est pour moi probablement un de mes préférés de Coppola, qui a eu une influence énorme, je pense, sur toute l'imagerie, avec tout ce qu'il y a de bon et de moins bon dans les clips MTV à toute une époque. Enfin voilà, c'est un des plus beaux rôles de Mickey Rourke. Donc voilà, si vous avez l'occasion de mettre le prix, foncez là-dessus. Bon, moi je vais parler d'un film qui vient de sortir en DVD et que je n'avais pas vu l'an passé, qui aurait bouleversé mon top 10 2016, c'est The Strangers de Na Hong-jin. Je trouve que c'est un film complètement inédit, qui pourrait commencer comme un ersatz de Memories of Murder et qui surprend constamment son spectateur, qui pour le coup là est profondément noir et désespéré.
Sur le racisme en Corée, je pense qu'on n'a pas fini de parler de ce film-là, qui me semble quand même assez ambigu, mais c'est une démonstration de mise en scène et d'écriture qui me semble absolument terrassante. Je pense que c'est vraiment ce que le cinéma avait à apporter de meilleur en 2016. Peut-être avec elle et 2-3 autres. Très bien, ce sera fini, ce sera tout pour transmission numéro 7. On espère que vous nous aurez apprécié après cette longue émission et que vous êtes encore là, et on se retrouve dans, on l'espère, pas trop longtemps.